Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le lendemain du Wake Up Call où j'ai donné une conférence qui, malheureusement, mais c'est ça, j'ai essayé de me mettre à votre place. Moi, quand je fais partie, quand je suis spectatrice en fait d'un événement, mais que j'ai faim, que je me peux plus, j'ai de la misère à rester focus, puis vraiment, il y a eu du retard dans la programmation du matin. Fait que j'ai comme pris sur mes épaules un stress que vous aviez pas. En fait, c'est probablement juste moi qui l'avais, peut-être mélangé aussi avec le syndrome de l'imposteur et tout ça. Fait que j'ai vraiment rappé beaucoup trop rapidement l'information que j'avais envie de vous donner lors de cet événement-là. Donc, ce matin, j'ai décidé de vous faire une vidéo, en fait, qui va vraiment expliquer c'était quoi ma conférence de hier, vraiment plus en détail. Je suis même en train de penser vous faire l'exercice malgré tout. Il va être moins puissant parce que l'effet de groupe n'est pas là. Mais j'ai vraiment envie que vous viviez l'expérience que j'avais envie de vous faire vivre hier pleinement. Donc, en fait, je suis montée sur le stage sous la chanson de Cham et Alicia Keys, qui est Ghetto Story. Pourquoi, en fait, j'ai monté sur cette chanson-là? Parce que dans la chanson, premièrement, elle dit, excusez, je perds la voix, je pense que malgré tout, hier, même si j'ai pas parlé beaucoup on stage, j'ai parlé beaucoup en général. J'ai rencontré beaucoup de monde extraordinaire aussi, ceux qui vont écouter, qui j'ai eu la chance de parler. Merci beaucoup d'être venu me voir. C'était vraiment un honneur de vous voir, d'entendre vos belles histoires, vos succès que vous avez réussi à faire. Puis vraiment, vous me dites souvent merci. Moi, je veux vous remercier en fait de prendre action par rapport à ce que vous entendez, soit par rapport à dans la fabrique à finances ou quoi que ce soit. Donc, sur Baby Cam et Alicia Keys, je suis montée et ils disent dans la chanson, on a parti du bas, puis on a monté jusqu'en haut. C'est un peu ça, en fait, qui est arrivé, moi, pour moi, dans plusieurs sphères de ma vie. Je vais vous répéter un peu parce que des gens qui n'étaient pas là puis qui ont peut-être envie de savoir l'histoire au complet, mais c'est ça. Je vais comme commencer en partageant mon écran. C'est sûr que c'est différent que sur un stage, mais c'est ça. J'avais vraiment envie de pouvoir se permettre ça. Donc, si je fais Share Screen 1, Screen 2. On va vous amener sur Screen 2. J'espère que vous le voyez bien. Donc, la liberté financière, ça n'a rien à voir avec l'argent. Pourquoi on dit ça? Parce que on n'est pas sans dessin, on est tous vraiment intelligents. Je pense qu'on sait tous qu'il ne faut pas payer par carte de crédit, vivre au-dessus de nos moyens, dépenser plus que ce qu'on gagne, etc. Mais pourtant, on le fait tous. On est tous endettés à quelque part, on a tout un manque d'argent. Pourquoi? Parce qu'on est programmé, on a une façon, on a des habitudes qui sont ancrées, des blueprints, des patterns qui sont là, qu'il faut défaire. Donc, c'est beaucoup plus profond que de l'argent en soi, savoir compter, savoir gérer son argent. J'ai commencé en fait en montant sur le stage en demandant qui est entrepreneur ici, qui pense que si il y avait plus d'argent, leur business serait beaucoup plus loin que ce qu'ils sont, où ce qu'ils sont en ce moment. La plupart des gens ont levé la main et je leur ai dit que le problème, en fait, ce n'était pas l'argent, ce n'était pas l'argent le problème, c'était eux. Donc, c'est vous le problème. C'est pas du tout l'argent. L'argent, c'est de l'énergie. L'argent, c'est là pour être circulé, tout simplement. Donc, si vous lui donnez une bonne énergie, vous avez une bonne ouverture, vous arrêtez de vous dire des mauvaises choses, je vais en venir avec la prochaine slide, ben l'abondance va commencer à venir à vous. Donc, c'est difficile quand on est en affaires de se dire wow, tu sais, j'ai pas besoin d'argent ou quoi que ce soit. Quand on a des mauvaises pensées, ben, on reflète la mauvaise chose dans notre entreprise. Donc, le problème, c'est vous, mais au-delà de ça, c'est vraiment plus vos pensées. C'est ce que vous vous répétez à tous les jours. C'est ces patterns-là de je suis pas capable, je suis pas bonne avec mes chiffres, Moses que j'aille ça, j'ai toujours été comme ça, je m'en fous un peu, j'en veux pas plus. Moi, ce que je veux, c'est être bien, je veux pas être riche, je veux pas être millionnaire, juste que ma business, ça roule un peu, j'ai un peu de clients, j'aime pas l'argent. Mais si tu n'aimes pas l'argent, premièrement, qu'est-ce que tu fais en business? C'est la première question.
Parce que, on veut pas, oui, on fait souvent ça pour les autres, pour aider les gens, on a des services, on a des produits qui font en sorte qu'on va aller aider des gens. Mais au-delà de ça, nous aussi, on veut s'aider. Nous aussi, on a de la bouffe à s'acheter, une maison, un toit sous lequel vivre. On a besoin de se déplacer, que ce soit en autobus, que ce soit en voiture. On a besoin de se vêtir. Donc, l'argent, c'est primordial. C'est une priorité. Moi, en fait, l'argent, je me le suis approprié comme étant un de mes meilleurs amis. C'est quelqu'un vraiment que j'aime d'amour. Oui, j'appelle l'argent quelqu'un. Je sais que ça peut sonner super weird pour certaines personnes, mais pour moi, je le traite comme si c'était mon meilleur ami. OK? Donc, je ne médirai pas sur l'argent. Je ne dirai pas, ça me fait chier d'avoir à payer ça ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que si c'était mon meilleur ami, puis je disais, ça me ferait chier d'aller souper avec à soir, il me semble que ça ne serait pas de respecter mon meilleur ami. OK? J'ai d'autres meilleurs amis, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas seulement l'argent et je ne suis pas complètement débile. Mais je veux lui donner le plus de respect et le plus d'amour possible parce que c'est lui qui me permet d'atteindre des objectifs. C'est lui qui me permet de nourrir ma famille. C'est lui qui me permet de me payer des petits luxes, de partir en voyage, de faire attention à moi, de me brosser les dents. Comprenez-vous ce que je veux dire par là? C'est tellement grand et c'est tellement puissant l'argent que j'ai envie de lui donner la puissance qu'il mérite pour qu'il ait envie de revenir vers moi. Fait que tout ce que vous vous répétez tous les jours, essayez de le switcher au fur et à mesure, mais de poser aussi des actions qui vont faire en sorte que vous allez aller vers ce changement-là. C'est un manque de respect que vous avez peut-être inconsciemment par rapport à l'argent. Tu sais, quand vous vous dites, j'en veux pas plus d'argent, je regarde pas mes chiffres, je veux pas ouvrir mes comptes de banque, ça me fait peur. Mais tout ça, ensemble, fait en sorte que ben, l'argent, comme c'est de l'énergie, il y a de l'énergie négative vers vous, mais il va passer à quelqu'un d'autre. Tout simplement. Est-ce que c'est ça que vous voulez fondamentalement? Quand vous dites je suis pas bon avec les chiffres, c'est sûr que si vous vous êtes jamais assis pour apprendre comment bien le gérer, c'est comme n'importe quoi d'autre. Je ne sais pas quel métier vous faites ou quelle entreprise vous avez, mais c'est certain que vous devez apprendre à tous les jours, soit du leadership, soit à gérer une communauté. C'est des choses que vous avez appris. Mais apprenez aussi avec l'argent. Apprenez à le gérer, à savoir comment exactement vous devriez vous structurer. Mettez une structure, quelque chose en place vraiment pour avoir le contrôle sur votre argent et non pas le contraire. Parce que c'est souvent ça. C'est souvent l'argent qui va dicter ce que vous ne pouvez, ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire parce que vous lui donnez ce pouvoir-là. Alors que si vous le reprenez en lui donnant le respect qu'il mérite, vous allez voir que l'abondance va commencer à rentrer énormément. Je le sais parce qu'avec mes étudiants, souvent, je fais faire ça, moi, à la fin du bootcamp de 8 semaines. Puis, est-ce que la magie, elle a vraiment commencé à opérer? Et pour la plupart des gens, pour ceux qui étaient ouverts, qui étaient connectés, qui ont décidé de se réapproprier, en fait, le contrôle de l'argent, il y a eu plein de choses qui se sont passées dans leur entreprise ou personnellement. Des rentrées d'argent inattendues, des nouveaux clients. C'est ça, la magie. Changer d'énergie envers l'argent, ça va vraiment changer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. J'ai parlé aussi de la fluctuation de l'argent. Souvent, mais c'est la chose qu'on est le plus porté à tasser, l'argent, parce que c'est facile de tasser l'argent. Pourquoi c'est facile de le tasser? Parce que c'est vraiment des montagnes russes. On va pas bien, mais tu sais, on a tout un toit, on a tête, on est tout habillé, on a toute la bouffe dans le frigidaire. Fait que, de base, on est confortable. Mais si on regarde, on ouvre nos comptes, on n'a pas beaucoup d'argent dans nos comptes, on n'a pas nécessairement d'économie, on a énormément de dettes. Quand je dis énormément de dettes, ça peut être 1 000 à 100 000 parce que quelqu'un qui a 1 000 des fois, peut avoir le même stress que quelqu'un qui en a 100 000. Ça dépend de comment vous gérez, c'est quoi votre gestion par rapport à vos finances. Donc, comme je disais, c'est ça. Donc, vous êtes confortable. Puis là, boum, vient la fin de mois, vous devez payer vos choses. Puis là, vous commencez encore à paniquer, vous recommencez à paniquer. C'est comme, oh my God, faut que je paye ça, faut que je paye ça, faut que je paye ça. Boum, il y a une rentrée d'argent, vous retournez dans votre coussin de confort.
Ce coussin de confort-là est confortable, inconfortablement, mais vous êtes habitué d'être dedans. Vous avez appris à gérer ce stress-là, à gérer ce petit confort inconfortable-là. Puis vous êtes confortable dedans, c'est là que vous êtes habitué d'être. Et vous avez peur du succès. Pour la plupart des gens, c'est ça. Donc, c'est inconfortable beaucoup plus de penser que de travailler un peu plus fort, de reprendre le contrôle de ses finances et tout ça. Mais c'est quoi vos objectifs? Pour la plupart, vous êtes des entrepreneurs. Pour les gens qui étaient au Wake Up Call, évidemment, je sais qu'il y a des gens sur le groupe qui vont écouter qui ne sont pas nécessairement des entrepreneurs. Mais Colin, vous avez une business. Vous avez besoin de ressources pour pouvoir faire rouler votre business, pour aller avoir encore plus d'impact sur les gens. Mais vous ne bougez pas. Vous avez peur de ça. Fait que no wonder que votre business n'avance pas non plus. C'est le manque de constance. Souvent, c'est ça que je dis à la fin. Je vais prendre la fin de ma conférence, je vais l'amener ici. Ceux qui étaient au Wake Up Call, vous avez eu vraiment des wow, c'était donc bien hot. Ça s'appelle du cheerleading. Vous avez eu 6 conférenciers, 7 avec Roxy, je pense, 7 cheerleaders qui vous ont cheerleadé pendant 9 heures de temps. Maintenant, c'est à vous de vous auto-cheerleader. Souvent, vous allez le faire pendant un certain temps. Je suis certaine que certaines personnes ici vont commencer à se payer. Et après un certain temps, dès qu'il y a un embûche qui va arriver, quelque chose de plus à payer, que vous allez retourner dans votre inconfort de stress, de « Oh my God, c'est lourd, j'arrive pas, j'ai pas fait assez de revenus », vous allez enlever ça et ça va devenir, vous allez retourner dans vos vieux patterns. Devenez votre propre cheerleader. C'est ultra, ultra nécessaire pour vrai. C'est vraiment comme, je reviens encore à ce que vous vous répétez à tous les jours, pourquoi vous vous infligez autant de souffrance? C'est incroyable. Karine Champagne, hier, a dit ceux qui ont des animaux de compagnie, combien d'entre vous traitez vos animaux de compagnie mieux que vous vous traitez vous-même? Est-ce que vous savez, est-ce que vous vous infligez de ne pas prendre soin de votre argent, de ne pas prendre soin de ce qui vous amène, dans le fond, vers vos objectifs? Oui, vous êtes peut-être la plus belle personne du monde, de donc vouloir aider les gens à travers ce que vous offrez. C'est merveilleux, ça. Mais je vous garantis que votre impact va être beaucoup moins grand si vous n'avez pas d'argent que si vous êtes capable d'avoir un impact, d'avoir de l'argent et d'offrir encore plus à votre communauté. C'est beaucoup, beaucoup plus puissant. C'est le manque de réel vouloir. Ça, encore là, j'en reparle encore du confort inconfortable. C'est ce que vous entendez, voyez et que vous décidez de vous approprier. Premièrement, tout ce que vous vous dites entre vos deux oreilles ne vous appartient pas. Ça ne vous appartient pas. Arrêtez de vous approprier ce « je suis pas bon en finance »,« je dors bien pas avec mon argent »,« ma business, elle lève pas ». Lâchez ça. Lâchez prise là-dessus. Vous n'êtes pas bon pour le moment parce que vous n'avez pas pris le courage de mettre le nez dans vos affaires. Et ça se fait vraiment facilement de le faire quand on veut prendre le temps de se remettre dedans, d'avoir des changements. Comme disait Albert Einstein, le comble de la folie, c'est d'espérer des changements, mais de continuer toujours à faire la même chose. Mais c'est la même chose pour vos finances également. Prenez-en soin comme si vous voulez pas que ce soit votre meilleur ami, prenez-en soin autant que quelque chose d'extrêmement qu'elle vous tenez très fort et donnez-lui cette même amour-là. Honnêtement, payez vos billes en disant merci. Moi, je le fais tout le temps. Même mon impôt que j'ai payé plus cher que je pensais cette année, je l'ai payé en disant merci. Si j'en paye, c'est parce que j'en ai fait. OK? On a décidé de rester au Québec. On a décidé d'être imposé comme on est imposé actuellement. C'est un choix. Tout dans la vie est un choix. On fait le choix de rester ici. On fait le choix d'avoir Internet. On fait le choix de manger bio. On fait le choix d'avoir la maison, l'appartement qu'on a. Tout est un choix. Donc, si vous avez choisi de payer un certain montant pour un service, c'est un choix. OK? Sinon, vous pouvez changer. Mon téléphone me coûte trop cher. Ferme ta ligne de téléphone. Vous en avez besoin. Donc, vous choisissez d'avoir ce service-là. Ayez de la reconnaissance pour ça, tout simplement.
Le réel problème, c'est la façon dont vous avez décidé de percevoir et d'utiliser l'argent. Comme je vous ai dit, l'argent, c'est de l'énergie. Si vous lui donnez une mauvaise énergie, c'est ça qui va arriver. Et dans le Wake Up Call, j'ai décidé de me mettre à nu un peu devant vous et de vous parler un peu plus de ma jeunesse que j'ai rappelé vraiment rapidement que je vais prendre le temps de vous expliquer aujourd'hui. En fait, moi, je suis une jeune fille. En fait, je suis née dans le quartier Saint-Michel, le quartier Saint-Michel que les gens appelaient dans le temps, je ne sais pas si c'est encore comme ça, euh, le ghetto Saint-Michel, parce que il y avait beaucoup de gangs de rue. J'ai connu beaucoup de gangs de rue. Je me suis tenue avec des filles qui faisaient des fugues. J'en ai jamais fait. Euh, j'ai commencé à sortir dans les clubs à 14 ans. Oui, j'ai bu, oui, j'ai pris de la drogue. J'ai tout fait ça. Donc, j'étais vraiment la petite fille typique, mais avec certaines exceptions quand même, parce que j'étais pas la petite fille qui allait avoir des chums ou des petits one night. Je faisais pas ça. Fait que j'étais déjà un peu à part, mais je me tenais avec ces gens-là, puis je trouvais ça donc le fun, puis c'était donc important. Puis j'ai commencé à travailler à 15 ans. Ensuite de ça, et dès que j'ai commencé à avoir de l'argent, j'ai commencé à le dépenser. Bien paraître, sortir, payer des cadeaux à ses amis, parce que quand on est jeune, on cherche une identité, on a le goût de plaire aux gens. Mais j'ai toujours cumulé des super bons emplois après mon premier emploi au McDonald's. Mais quand même, j'ai super cumulé beaucoup d'emplois ultra payants. J'ai continué à faire mes études. J'ai fait une technique juridique à travers de tout ça en sortant clubber à peu près 6 jours par semaine. Fait que j'étais mettez-moi pas dans la boîte de la fille de Saint-Michel parce que je sais que je suis capable d'aller faire plus que ça. Fait que c'était comme une motivation pour moi. Mais par exemple, je suis capable à 100% de vous montrer que j'en ai de l'argent, mais je suis capable de vous gâter, puis je suis capable de le dépenser. On a juste une vie à vivre, live it to the fullest. J'avais tout encore ce pattern-là. Mes parents, moi, se sont séparés quand j'avais 8 ans. Ma mère, pendant toute ma jeunesse, ou presque, a eu des problèmes de drogue, des gros problèmes de drogue, de cocaïne. Donc, jusqu'à ce qu'ils se séparent, moi, quand je rentrais chez moi, ma mère était effalée sur le divan, complètement gelée. Mon père était parti travailler. À 5 ans, je faisais mes toasts tout seul et j'allais à l'école en maternelle comme une grande fille sans que personne m'apporte parce que de toute façon, il n'y avait personne. Fait que j'ai été élevée comme ça. Puis j'ai été longtemps à blâmer mes parents parce que là, après ça, ben, il a venu le temps de payer mes études. Appelle ma mère parce que là, j'habite avec mon père. Appelle ma mère, j'ai besoin d'argent, demande à ton père, mange la merde, mon esti, ah ouais, let's go, la chicane pas entre les parents. Donc, je veux pas être là-dedans, je veux pas être mêlée, c'est difficile. Fait que j'entends des choses qui me créent des blueprints extrêmement puissants par rapport à l'argent qui joue contre moi parce que j'ai décidé de m'approprier ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vécu par rapport à l'argent. Et c'est ça, toute ma vie, j'ai toujours répété, j'ai des dettes, mais j'ai des dettes d'études. Pourquoi? Parce que mes parents n'étaient pas là pour m'aider, parce que ils m'ont pas soutenue. Tout ça, je l'ai répété tellement souvent. Mais la réalité, puis je me croyais, là, je me croyais vraiment dans ma victimisation, j'étais une victime. All the way, une victime. Je faisais donc pitié. Honnêtement, là, c'est pas drôle de faire pitié de même, là, je souhaite ça à personne. Okay? Puis je me croyais dans ma souffrance de petite fille qui avait donc été abandonnée. Et j'ai été longtemps comme ça, là, à me dire, jusqu'à ce que je commence le marketing relationnel. Moi, ma première entreprise, en fait, mon premier bain en entrepreneuriat a été en marketing relationnel. Et ma upline me disait tout le temps, mais tu te plains donc bien tout le temps. Tu te plains avec un sourire, mais Moses que tu es négative. Puis elle était comme des dettes d'études, t'es sûre, puis nanana, puis oui, puis ah, tu sais pas ce que j'ai vécu. Puis je faisais donc pitié encore. Puis c'était, hein, on l'a dit, Pamela, elle a dit, la souffrance, c'est un choix. Puis ce qu'elle avait dit aussi, qu'elle n'a pas dit dans sa formation, c'est la mélancolie. La mélancolie, c'est addictif. On, on, on aime ça. On aime ça se baigner dans nos bains de caca. OK? Et je me suis répété ça et répété ça et répété ça, que c'était rendu ancré en moi. J'étais une petite fille de Saint-Michel que ses parents n'ont pas aidé financièrement. C'est toujours tenu avec des gens qui n'avaient pas nécessairement d'argent. Donc, ça fait en sorte que toutes ces années-là, ensuite de ça, ma upline, c'est ça, m'a dit, tu devrais lire des livres de développement personnel. Des livres de développement personnel, mais tu me niaises-tu?
Hey, je suis une petite fille, j'en ai passé des affaires, là. Je suis rendue une adulte, je suis rendue une maman, j'ai eu l'école de la vie, j'ai pas besoin de ça. Voyons donc, du développement personnel, c'est pour les autres, ça, voyons donc. Et j'ai commencé à en faire parce elle m'a mise au défi de le faire. Et j'ai commencé à comprendre plein de choses dans ma vie. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, OK? Ça a été vraiment un processus. Attendez, je vais juste enlever. Attendez un instant. Donc, c'est ça, je voulais enlever mon plein écran. Attendez-moi un instant. Stop share. Donc, c'est ça. Elle m'invite à faire du développement personnel, ce que je commence à faire malgré moi. Et je me dis, mon Dieu, je commence à comprendre plein de choses. Mais comme je vous dis, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est plein de petites choses que je commence à comprendre. Mes patterns, comment je pense, toute la douleur que j'ai que j'associe à quelqu'un d'autre. Alors que c'était tout à l'intérieur de moi, puis c'était moi qui avais le pouvoir ou non de changer les choses. Ça a été un long processus. J'ai travaillé sur plein de choses sur moi, ma façon de voir la vie, ma façon. Mais l'argent était encore une fois, comme pour la plupart d'entre ceux qui m'écoutaient, un sujet qui n'était pas nécessairement touché. On ne parle pas de l'argent au Québec, on n'aime pas ça, parler de l'argent. C'est ultra tabou. Et c'est vraiment ma mission, moi, de faire changer ça parce que je pense sincèrement que c'est le sujet le plus important au monde parce qu'on est tous confrontés à l'argent, on est tous obligés d'en avoir pour pouvoir survivre. Évidemment, pas quand on est enfant nécessairement, mais vous comprenez ce que je veux dire. Jusqu'au jour où je suis rendue bonne dans le développement personnel, j'ai un meilleur leadership, j'ai une meilleure façon de voir la vie. Et j'étais avocate, moi, à l'époque. Et comment ça s'est passé? C'est que moi aussi, le corporate, c'était pas pour moi. En fait, j'ai jamais, comme vous avez compris un peu, je suis pas quelqu'un qui suivait nécessairement les gens, qui, tu sais, oui, j'avais des amis, j'avais des gens que je connaissais qui n'étaient pas nécessairement fréquentables, j'avais des amis qui faisaient des fugues, mais moi, je l'ai jamais fait. Fait que je me suis jamais mis vraiment dans une boîte. Et moi, je pensais vraiment, depuis toute petite, je voulais être avocate ou professeur. C'était primordial pour moi. On disait tout le temps, une bonne job et tout ça. Et donc, j'avais choisi le droit parce que c'est quand même payant, ça me permettait d'avoir la vie que je voulais. Et je me suis éduquée par rapport à ça. Je suis devenue avocate. J'étais à la CSST comme technicienne juridique qui m'ont permis de faire mes études en même temps. Donc, j'ai étudié, j'ai fait mon barreau, je suis devenue avocate, j'ai eu mon stage à la CSST où je travaillais et j'ai eu mon poste d'avocat tout de suite après. Mais encore là, le côté financier ne m'effleure toujours pas. Je fais un super de bon salaire, super de bon salaire. Okay, c'est super relatif là, quand on dit super de bon salaire parce qu'on s'entend que je travaille au gouvernement provincial. Donc, c'est sûr que si on se compare, au départ, je suis rentrée à 40 quelques mille. Je pense que j'ai fini pas loin de 65 000 par année, ce qui n'est pas mauvais en général pour le Québec, mais j'avais toujours les mêmes dettes. Puis à un moment donné, j'ai remplacé mon revenu de mon entreprise de MLM à temps partiel. J'ai remplacé mon revenu temps plein d'avocat avec mon entreprise de MLM, où j'avais appris la reconnaissance, où j'avais appris justement mon leadership. Et je me suis rendu compte à ce moment-là. Fait que pour la plupart des gens, vous avez eu ce wake-up call-là, que nécessairement un 9 à 5, c'est pas pour vous. Ça a probablement été un très gros wake-up call. Moi, c'était pour moi, 9 à 5. Je comprenais pas pourquoi je ferais autre chose. J'aimais pas être dans le trafic, j'aimais pas nécessairement la routine de ma job, mais c'est ça la vie. Hein? C'est de te plier, d'être dans une boîte, avoir une bonne job. Et d'attitude, je suis avocate quand même, j'ai un bureau, c'est extraordinaire. Tu sais, Mélanie aussi en a parlé hier de l'ego, mais mon ego était quand même gros. J'ai un bureau, puis avant, j'étais dans le cubicule. Puis là, maintenant, je regarde les gens dans le cubicule de mon bureau. Hey, hein, faut-tu... Hey, j'étais hot anti là. OK? J'étais big shot. Mais quand je tombais en congé de maternité, c'est là que j'ai rencontré le MLM. Et quand je suis revenue dans mon bureau beige, froid, terne, où il n'y a aucune reconnaissance, où je vois justement les mêmes personnes aux mêmes heures passer devant ma porte pour aller prendre leur pause, que je les entends dire « Oh my God », que j'ai hâte à ma retraite, j'ai reçu mon papier
du Québec, disant que dans 10 ans, je peux m'en aller. J'étais comme, fuck! C'est pas ça que je veux pour ma vie du tout. Fait que je m'étais personnellement éduquée sur être un bon leader. J'avais une entreprise absolument extraordinaire de MLM. Fait que du jour au lendemain, je suis une fille de coup de tête, je suis une fille d'instinct, je suis une fille qui s'écoute beaucoup en général. Je suis rentrée dans le bureau de mon boss et je lui ai dit, Michael, it's over. Il a essayé de me garder, il a essayé tout. Moi, ma décision, elle était prise, je suis partie. Mais je suis partie avec un lourd fardeau financier, il ne faut pas oublier. Je me réveillais déjà tranquillement la nuit à me dire, OK, qu'est-ce que je peux mettre en place maintenant? Fait que là, je calculais, bon, mais si je reste avocate, que là, je reste jusqu'à telle date, jusqu'au mois d'avril, puis que là, je dépense pas plus que ce que j'ai là, puis que je coupe à tel endroit, puis que là, mon entreprise monte. OK, mais là, il faudrait que je travaille ça, mais là, il faudrait que je fasse des rangs là, parce que c'était là, un fardeau dans ma tête. Mais quand j'ai pris la décision de quitter, premièrement, j'étais en train de m'éteindre à l'intérieur par rapport à mon emploi. Et deuxièmement, je me rendais compte que toutes mes belles façons de penser m'éloignaient carrément de mon objectif de vie, de mes valeurs, puis de la famille que j'avais bâtie. Je suis toute seule avec mon garçon. Je l'élève seule, donc c'est sûr que j'avais envie de passer du temps avec lui. J'avais pas envie qu'il soit toujours à droite et à gauche. Et je n'ai pas nécessairement le soutien de mes parents là-dessus. Ça, je l'ai pour vrai. Je les remercie quand même. Vous allez voir comment je les remercie ensuite. Donc, je me suis dit, ben si j'ai remplacé mon revenu temps partiel avec mon entreprise de marketing relationnel, je vais juste complètement mettre mon all-in dans mon entreprise. Ça va marcher. Il y a des gens qui font 20 000 par mois. En 2-3 mois, les dettes sont réglées. That's it. Mon fardeau était tellement gros. J'étais quand même dans mon confort, j'étais dans mes peurs, j'étais dans mes... Tout se bousculait dans ma tête. Et mon entreprise a fait ça comme ça. J'avais des payes de 1 000 $ par mois alors que j'en faisais des 5, 6, 7 000. 1 000 $ par mois. Ça paye à peine mon loyer puis ma voiture. Ou si tu enlèves la voiture parce qu'on aurait pu la vendre, la voiture, j'ai un loyer qui coûte vraiment pas cher et la nourriture, mais là-dessus, on n'a rien d'autre. Je paniquais. Là, j'étais en train, là, j'ai pris une MBNA, transfert de solde sur la MBNA, 0%. Là, mes cartes ont augmenté. J'étais une avocate dans le temps. Inquiétez-vous pas, les banques, ça nous prête en masse quand on est avocat, malgré qu'on a un taux d'endettement absolument épouvantable. Donc, l'autre, les cartes, essaye vraiment de finir les fins de mois jusqu'à ce qu'à un moment donné, boum! Le plus gros mur au monde, j'ai des frissons en parlant, est arrivé pour moi. J'ai arrêté de respirer. Je voyais tout noir et je ne comprenais pas ce que mon corps vivait. C'est la première fois de ma vie que je vivais ça. C'était incroyable, la douleur que je me faisais endurer parce que c'est pas beau faire faillite, c'est pas beau montrer qu'on n'a pas d'argent, c'est pas beau que on est donc bien sans dessin de s'être rendu là. Tu sais, les belles phrases que je vous parlais tantôt qu'on se répète dans notre tête, qu'on s'approprie au lieu de prendre des décisions. J'ai pleuré devant mon fils à peu près une couple de semaines. Mais ça a été rapide et c'est là que je vais remercier mes parents beaucoup. Je vous ai dit tantôt qu'à 5 ans, je faisais mes toasts tout seul, puis j'allais à l'école tout seul, mais mes parents m'ont appris l'autonomie. Malgré que peut-être certaines personnes vont dire, ben voyons, ça n'a pas de sens. Mais oui, ça en a du sens. Ça a forgé exactement la personne que je suis aujourd'hui, que je suis devenue. Cette personne, cette femme forte-là, qui a été capable de passer rapidement à travers cette épreuve-là qui a été extrêmement difficile parce qu'il n'y a pas personne vers qui je pouvais me tourner à part moi-même. Et c'est là que j'ai commencé à faire mon développement personnel par rapport à l'argent. Je l'avais fait sur tout le reste, sur ma business, je l'avais fait sur le leadership, sur la confiance en soi, en tout ce qui est en surface. Tout le temps, mais jamais l'argent. On parle de business, on parle pas d'argent, on parle de confiance en soi, on parle pas d'argent. Tu sais, mais pourtant, on en a à tous les jours, on a à dealer avec ça. Le Québec va pas bien, il y a 80% du Québec qui est surendetté, mais on ne parle pas d'argent. OK? Alors, j'ai pris sur moi de m'éduquer sur ce que c'était. Et franchement, mes parents, je ne les changerais pour rien au monde parce que ça m'a permis d'être capable de me prendre en main
moi-même. Et c'est là que j'ai réalisé, puis je l'ai dit on stage rapidement, que, hey, wow, la petite victime, que c'est ses parents qui n'ont jamais payé. By the way, mes parents me donnaient un peu d'argent. Mais je m'en rendais plus compte. Je le voyais pas parce qu'ils me payaient pas 100% de mes études. Donc, c'était des méchants, c'était des personnes qui m'aidaient pas. Ils voulaient pas mon bonheur. Hey, man, dude, tes parents, OK, ils t'ont aidé comme ils ont pu. Non, ils n'ont pas payé toutes tes études. So what? So what? C'est ça que tu as eu. Tu avais juste à dealer avec la situation, mais c'était beaucoup plus facile de mettre la faute sur les autres. Donc, mes parents me donnaient un peu d'argent, donc ça couvrait une partie. Moi, j'absorbais le reste. J'ai eu des prêts étudiants. Je travaillais à la CSST. Donc, pendant que je faisais mes études, quand je réussissais mes cours, j'apportais mon petit papier à mon boss qui remboursait mes études. Ensuite de ça, j'ai été au barreau. C'est sûr que j'ai été arrêtée 6 mois au barreau. J'ai eu un prêt étudiant au barreau pour subvenir à mes besoins parce que j'étais en appartement et tout ça, évidemment. Et quand j'ai fini le barreau, j'ai remis mon diplôme et on m'a remboursé mon barreau. Et quand on m'a dit « Hey, Cindy, on t'accueille pour faire ton stage avec nous, mais on sait on veut t'aider, puis tout ça, t'étais toute seule à la maison et tout. » Ben, on va te prendre sous notre aile pour faire ton stage, puis on va te payer comme quand tu étais technicienne juridique. Fait qu'à peu près 40 000 par année pour faire un stage. Alors que la plupart des gens ne sont pas rémunérés. Mais c'est parce que mes parents m'ont pas éduqué, c'est toutes des dettes d'études. Hein? Comment on peut, puis on se croit, on finit par se croire dans nos histoires. C'est incroyable ce que l'être humain, on peut se faire subir. J'ai été tellement à me fermer les yeux, à pas regarder mes comptes de banque, à m'en foutre, à me dire que l'argent, faut le dépenser parce qu'on a juste une vie à vivre, puis que il va toujours en avoir de toute façon, puis who cares, puis tout ça, là, c'est la faute des autres, puis on ne sortirait jamais, parce que de toute façon, je suis une cité de Saint-Michel, hein, oh, le bel caca. C'est ça. C'est ça ma vie. Mais quand j'ai décidé que, j'ouvrais mes yeux, j'ouvrais mes horizons, j'ouvrais ma façon de voir les choses, je me suis je pense, formée sur ce qu'était l'argent. C'est quoi mes solutions, premièrement? Mes solutions, j'ai pensé à la consolidation de dette. Oubliez ça, j'étais beaucoup trop endettée. Les banques ne voulaient plus me prêter, c'est certain. J'ai regardé la proposition consommateur, j'ai regardé la faillite, j'ai été voir 4 syndics, j'ai essayé de calculer, voir si ça fonctionnait, si j'étais capable d'aller voir ailleurs, aller chercher. Et honnêtement, le fardeau était beaucoup trop lourd sur mes épaules pour que je le garde, que je me dise, qu'est-ce que les gens vont penser de moi si je fais une faillite? Je m'excuse, là, mais je m'en crisse s'il y a des gens qui me jugent actuellement parce que j'ai fait une faillite. Parce que pour moi, c'est le plus beau cadeau que je me suis offert de faire ça parce que ça m'a permis de faire un nouveau départ. Ça m'a permis la nouvelle Cindy, avec sa façon de voir les choses, avec l'éducation qu'elle a maintenant par rapport à l'argent, par rapport à tous ses rêves, ses objectifs qu'elle a, parce que toute sa vie, dans les dernières années, elle a commencé à se former. Mais je me suis dit, je m'offre cette seconde chance. C'est mon tour de prendre soin de moi et je me fous de ce que les gens vont penser. Parce que c'est un point de vue intéressant, pour reprendre les mots de Karine Champagne. Donc, j'ai décidé de faire faillite. Donc, le 5 octobre 2016, je signais faillite. Et mon syndic m'a demandé comment tu te sens. J'ai dit, je me sens riche et libre. Pour la première fois de ma vie, en fait, depuis que j'étais en appartement toute seule. Et je lui ai dit, par exemple, Yves Pat, c'est mon syndic, je veux que tu me rappelles dans 1 an. Parce que je te jure que je ne serai plus jamais cette personne-là que tu as eue devant toi dans les dernières semaines à monter le dossier et tout ça. Ma vie va avoir complètement changé. Je vous dis ça et j'en ai des frissons. Je me suis engagée envers moi-même. Je me suis engagée à ne plus jamais maltraiter l'argent, à ne plus jamais laisser l'argent me maltraiter. J'ai décidé de voir l'argent vraiment avec d'autres yeux, une autre façon vraiment de penser. Et honnêtement, je ne sais même pas comment tout a déboulé,
Mais je travaillais, là, c'est sûr, je m'étais trouvé une autre job à côté de mon MLM. Je travaillais pour un courtier hypothécaire à 18 de l'heure. J'ai commencé à mettre de l'argent de côté. J'ai pris des formations. Je commençais à m'ouvrir des comptes, mettre des 10%, même si j'étais serrée en fin de mois. J'étais comme non, c'est ça que je fais. Je notais tout ce que j'achetais à la à l'achat près. OK? J'achetais une gomme à l'unité, je l'écrivais dans mon petit cahier. J'ai été ultra, ultra, ultra rigoureuse. En octobre 2016, je faisais faillite. En février 2017, je prenais une formation qui allait me propulser vraiment à un autre niveau. Mais entre ça, moi, je disais aux gens, je faisais partie d'un réseau de gens d'affaires, le BNI, et je leur disais que j'avais fait une faillite. Et tous les gens autour de la table, pas tous, pour la plupart, que je pensais avoir une belle business florissante, que ça allait bien dans leurs affaires, m'ont dit hey, je suis contente que tu me parles de ça. Moi aussi, je vis la même chose. Moi aussi, j'ai déjà pensé faire faillite. Moi aussi. Puis là, j'ai commencé à en parler de plus en plus à plusieurs personnes, à m'ouvrir. Et mon Dieu, que vraiment, aucune personne m'a jugé. Tout le monde avait des problèmes d'argent. Fait que là, je me suis dit, wow, les nerfs. Comment ça, tout le monde est endetté comme ça? Comment ça, il n'y a rien qui se passe? Comment ça, il n'y a pas de formation? Comment ça, les gens ne sont pas éduqués. Et en février, j'ai pris une formation justement pour commencer à monter des petites formations vraiment pour aller éduquer les gens et leur dire hey oh, on change les finances, il faut qu'on change la mentalité au Québec. Et c'était 3 000 cette formation-là et j'avais 3 000 dans mon compte. Faillite en octobre 2016, février. Et j'ai tout donné. Je ne le conseille pas. OK? Il faut vraiment, quand vous faites quelque chose comme ça, il faut être sûr d'avoir un retour sur investissement qui est assez rapide. Mais je me suis mise en action. Là, je me suis mise vraiment en action. J'ai continué à mettre ma structure, par exemple, à me payer. Boum, après ça, j'ai fait la machine à clients avec Guillaume Bareil et Mélissa Normandin-Roberge, qui là m'a permis de bâtir l'entreprise que j'ai aujourd'hui, l'école que j'ai, Guichet Limité, qui j'ai accompagné plus de 50 personnes dans le bootcamp. Euh, Seulement, évidemment, j'ai d'autres clientèles, j'ai des gens qui vont utiliser le planificateur, le planagenda et tout ça. Mais dans le bootcamp, c'est quand même un bootcamp qui est, écoute, c'est demandant, c'est pas gratuit non plus comme formation. J'ai accompagné des gens à travers de ça avec ma structure, mon mindset, tout ça. Et vraiment, on a des impacts qui sont extraordinaires. Tout ça en moins de 3 ans. En fait, en septembre 2018 a été ma première. 2017? Oui, septembre 2017. Oui, c'est ça. En septembre 2017, novembre 2017, c'était ma première cohorte de guichet limité qui sortait. On ouvre la 6e cohorte le 10 mai prochain, dans une semaine exactement. C'est bien raide, OK? Que ma plus grande faiblesse est devenue ma plus grande force. Puis pourquoi je vous raconte tout ça, c'est parce que ça peut le devenir pour vous aussi, si vous prenez le temps de mettre autant de, d'importance en l'argent que vous en mettez dans vos projets. Si vous êtes capable de trouver cette balance-là, honnêtement, votre business va, pouf, elle va exploser. Ça, c'est vraiment la vraie. Là, je vais continuer à partager le PowerPoint. Share. Je vais repasser un peu vite sur certaines choses parce qu'on les a vues, je pense, pendant qu'on en a parlé. Hop, je pense que je ne share pas en ce moment. Share. Donc, votre rapport à l'argent, c'est les freins de votre entreprise. Si vous avez de la difficulté à vendre, à trouver votre clientèle, à établir votre véritable valeur, hein, combien d'entrepreneurs ici, c'est comme ah, je veux pas charger trop cher, je veux pas perdre la clientèle, je suis pas sûre que ça vaut ça. Hey, wow, réappropriez-vous ça. Il y a de la clientèle pour tout le monde tant que vous offrez de la valeur. Hein? C'est bien mieux d'offrir de la valeur, d'offrir un prix qui est juste avec une valeur ajoutée que de partir à la chasse à l'argent en fin de mois, là, puis là, vous allez récolter la mauvaise clientèle et des mauvais feedbacks par rapport à ça.
Un projet fonctionne, mais tu as toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Mais ça, c'est un frein à ton entreprise. Les croyances limitantes, on en a parlé. Défaites-vous-en, elles ne vous appartiennent pas. Syndrome de l'imposteur. Ah, ben, je suis qui, moi, pour montrer ça? Ben, hier, je l'ai eu, ce syndrome de l'imposteur-là. Je suis qui, moi, pour empêcher les gens d'aller dîner? Je suis assez. C'est-tu vraiment important le message que j'ai à leur passer? Ont-tu vraiment envie d'entendre parler de ça alors qu'ils ont probablement faim à vouloir s'auto-digérer actuellement? Ça a été un syndrome de l'imposteur. J'ai pleuré après, puis là, je deviens émotive encore. Parce que j'avais réellement un message à vous porter. Mais j'ai tellement eu peur de vous décevoir, j'ai tellement eu peur de prendre de votre temps que vous ne réussissiez pas à manger, que c'est tout ça, là. C'est la même chose dans votre entreprise. Imaginez si vous n'avez pas d'argent, mais je suis qui, moi, pour offrir ça, puis nanana, nanana. C'est un énorme frein. Moi, ça a été un frein hier à la conférence. Mais je le vois maintenant comme un apprentissage. Je le sais que j'ai un message à passer, puis je le sais qu'il y a des gens qui ont envie de l'entendre, ce message-là. Fait que la prochaine fois, je vais prendre mon temps pour être capable de vous partager ça avec vous on stage, qui est beaucoup plus puissant que là derrière mon ordinateur. Okay. La procrastination aussi. Ah, mais j'ai pas d'argent de toute façon, fait que je peux pas payer de pub, puis là, je peux pas faire ça, puis oh my God, ah, bon ben, qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que je pourrais faire? Oups, procrastination. L'auto-sabotage. Fait qu'on s'auto-sabote, puis on s'auto-sabote, puis on s'auto-sabote. Il veut pas. Fait que la prochaine slide, c'est stop. Faut arrêter ça. Faut arrêter de s'auto-flageller, là. On est méchant envers nous-mêmes. On ne mérite pas ça. Puis en s'auto-flagellant, malheureusement, mais on fait juste s'éloigner de nos rêves, de nos objectifs, de notre façon de voir les choses. Pourquoi on se met pas plutôt en action? On n'est pas bon avec l'argent, mais Christy, watch me go. Je m'en vais apprendre tout ce que j'ai à apprendre sur l'argent immédiatement parce que ça fait partie de mes outils de travail. Ça fait partie de m'élever, d'aller chercher une belle clientèle, de donner encore plus de valeur ajoutée à ma clientèle. C'est comme ça que vous devriez voir l'argent et non pas comme votre ennemi, c'est votre allié. OK? Fait que le problème, c'est pas externe. Hein. Combien j'en vois devenir des formations addictes? Hey, là, il faudrait que je prenne celle-là. Ouais, mais celle-là va m'apporter ça. Puis là, celle-là va m'apporter ça. Puis oui, go, celle-là. Puis wow, on baigne dans les formations. Vous avez plein d'informations, vous ne mettez rien à exécution. Vous avez trop de focus, puis pas de focus en même temps. Puis encore, le sujet le plus principal est toujours évité. On ne parle pas d'argent. Vous venez de cracher des milliers de dollars en formation. Mais ça va aider ma business, puis c'est déductible d'impôts. Non! Ça l'aide pas, ta business, asti. T'es en train de te caler. Arrête de faire ça. Ça ne sert à rien. Va au départ, va en dedans de toi. Arrête de t'auto-flageller, puis go! T'es capable de le faire. Arrête de te mettre la tête dans le sable. Arrête de te lancer tout le temps des je suis pas bonne avec les chiffres. Oui, tu peux le devenir. OK? Super important. Avoir un meilleur coach marketing, devenir un boulimique de formation, payer pour des pubs. C'est ce que je vois à longueur de journée sur mon Facebook. Non, il n'est pas là, le problème est à l'intérieur. C'est tous les mensonges que vous vous répétez constamment, tout le temps, que vous n'êtes pas bon, que de toute façon c'est pour les autres, de toute façon c'est moi pour faire ça. Puis... C'est lourd. Pas pour moi. C'est lourd pour vous autres de traîner ça tout le temps. C'est lourd. Enlevez-vous ça, permettez-vous de la légèreté. OK? On a tellement de misère, les femmes, à se donner la permission de faire et de garder l'argent. Bon, mais j'ai fait de l'argent, fait que là, je vais en donner à ma famille, je vais gâter mon chum, je vais gâter mes enfants. Oh, mais toi, la personne la plus importante, toi, pourquoi tu n'aurais pas le droit de te gâter avec l'argent? Pourquoi? Puis se gâter, là, je ne suis pas en train de parler de partir en voyage, whatever. C'est de t'ouvrir des comptes, de bâtir ta richesse tranquillement pour toi. OK? Comment vous gérez votre argent et comment vous gérez votre entreprise? C'est clair que oui. Si vous ne mettez pas vraiment votre focus sur votre argent,
ben, vous n'avez pas vraiment de focus non plus sur votre entreprise parce que vous allez sur vos endroits qui sont pas importants, puis vous coupez sur certaines autres choses parce que, mon Dieu, il faudrait donc investir dans l'entreprise. Oh, mais là, j'ai pas d'argent, ça fait un frais. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est à l'intérieur. C'est de vous dire, je n'ai pas l'argent actuellement. Qu'est-ce que je peux faire gratuitement pour amener ma business à un autre niveau? Ah, ben oui, je pourrais peut-être regarder mes comptes de banque tous les jours, puis commencer à me payer, puis commencer à regarder des solutions pour m'éduquer en finance, puis devenir encore meilleur. Fait que comme ça, ma business va aller encore plus haut. À ce moment-là, quand je vais avoir de l'argent de côté, puis je vais être capable d'avoir géré mon argent comme il faut, je vais avoir une belle structure. Mais en parallèle de ça, je vais pouvoir commencer à suivre peut-être des formations un peu plus moins chères, juste pour amener ma clientèle à un autre niveau. Et puis après ça, mais là, je pourrais investir parce que là, je vais avoir eu de l'argent de côté pour pouvoir investir dans ma business, ce qui va faire en sorte que je vais avoir une meilleure cliente, que je vais pouvoir donner de la valeur ajoutée, que je vais vous êtes capable d'aller, tu sais, des formations pour des formations pour des formations, ça n'amène à rien. C'est l'action dans votre business qui va apporter quelque chose. C'est l'action dans vos finances qui vont faire en sorte que vous allez être capable de payer des actions qui vont être un petit peu plus coûteuses pour amener votre business à un autre niveau. C'est ça la réalité. Donc, ça, on va le passer. Je vous en ai parlé. Ah, d'ailleurs, je me rends compte d'ailleurs que hier, le PowerPoint qui avait été mis, c'était même pas le bon. Je trouve ça magique. C'est parfait. Parce que j'avais changé le PowerPoint, puis là, je me rends compte que c'est le pas bon. Ça, c'est le bon, mais celui qui était là hier n'était pas bon. Donc, je m'appelle Cindy Di-Pietro, j'ai 35 ans. J'ai marqué dans 3 jours ici, mais j'ai 35 ans dimanche. Donc, j'ai une maman qui est monoparentale avec mon petit garçon, vous voyez. Pour ceux qui étaient là hier tard, très tard, il est venu me rejoindre. Anciennement avocate, entrepreneur et fondatrice de l'entreprise Cindy Di-Pietro Inc. et l'Académie Guichet Limité, une école que j'affectionne particulièrement parce que j'adore l'impact que je peux avoir sur les étudiantes, puis tout le temps, mais que finalement, c'est les étudiants qui ont le plus gros impact sur moi. C'est incroyable de voir l'évolution des gens passer de jaillir l'argent, je veux rien savoir, à oh my god, j'ai tant d'argent dans mon compte de banque, ça fait du bien, puis là, j'ai telle affaire que j'ai mis en branle, puis j'ai réussi à faire ça. C'est tellement agréable. Et je suis une ancienne faillie, ça je vous l'ai dit, je vous ai raconté mon histoire. Et aujourd'hui, sérieusement, c'est le plus beau cadeau, comme je vous dis, que je me suis offert parce que je me suis permise un nouveau départ. Je ne serais pas là où je suis aujourd'hui si je n'avais pas pris cet engagement-là envers moi-même de oui, faire quelque chose qui n'est pas nécessairement facile et qui est probablement fortement jugé au Québec. I don't give a shit. Et je me suis engagée envers moi-même de ne plus jamais me rendre là. Fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous parler aussi du pourquoi. C'est le pourquoi qu'on parle tout le temps. Hein? Trouve ton pourquoi. Moi, j'ai envie de vous dire, rappelle-toi de ton pourquoi pas ou ton pourquoi plus jamais. Je vais enlever encore le plein écran pour être avec vous encore plus. Un pourquoi, c'est beau, puis des fois, c'est difficile à définir. Donc, admettons un pourquoi. Moi, mes pourquoi de départ, j'en reviens à il y a de ça des années. C'était même pas encore cette entreprise-là, mais le pourquoi qu'on trouve tout le temps, c'est tout le temps nos enfants, notre famille. C'est l'affaire facile, là. Mais finalement, peu importe ce qu'on a, même si on a des dettes, même si whatever, le pourquoi, il est là pareil, tu sais, ça va pas changer grand-chose. Aujourd'hui, le pourquoi, c'est sûr qu'il se définit un peu plus. Tu sais, moi, maintenant, je sais pourquoi. Je veux changer le monde $1 à la fois. Je veux pouvoir aider les gens à pouvoir s'affranchir financièrement, pouvoir vraiment devenir, changer le Québec. Tu sais, de 80% des gens qui sont ultra endettés, mais que ça devient 80% des gens qui ont réussi à s'en sortir. Euh, c'est ça ma grande mission, c'est d'aller toucher des familles le plus possible pour pouvoir avoir un impact sur moi aussi. La personne la plus importante dans la vie, c'est moi. C'est ce que je dis à mon fils tout le temps, parce que si moi, je suis bien, je vais être capable de redonner à toi, mon enfant, quand je parle à mon garçon, et à vous, ta communauté. OK? Donc oui, c'est sûr que je suis aussi une partie de mon pourquoi. Mais ce qui me fait que je bouge encore plus dans mon entreprise, c'est quand je me rappelle, et encore là, le frisson vient de passer, c'est quand je me rappelle fondamentalement comment j'avais l'impression qu'une tornade me passait sur le corps tout le temps, que j'étais de la grosse merde parce que j'étais pas capable de gérer mes finances, parce que je pleurais devant mon enfant. Mais j'essaie de me rappeler de ce moment-là, pas pour me taper sur la tête, pas pour faire « Oh, pauvre fille, que t'as donc fait ici », pour me rappeler que cette tornade-là qui me passait sur la tête, que j'ai envie de devenir cette tornade-là à la place, qui va déplacer des montagnes, puis qui va faire en sorte que
ça va être moi, le véritable championne à travers de tout ça. C'est ça. J'ai envie de me ramener à oh non, cette crise de panique-là que j'ai faite, cette attaque de panique-là où je ne respirais pas, il est hors de question que je me retourne là un jour. Fait que si vous avez des douleurs d'un fois quand vous pensez à vos finances, ou que vous avez un stress parce que vous dites, oh mon Dieu, si j'avais ce montant-là dans mon compte, il me semble que je pourrais investir dans telle chose qui ferait en sorte que mon entreprise avance. Rappelez-vous du pourquoi vous ne voulez plus jamais être là, puis mettez-vous en action. Prenez engagement envers vous-même d'aimer l'argent, de l'apprendre, de le comprendre. C'est ultra important, honnêtement. Donc, ça, c'était ma parenthèse. Je vais reshare encore la 2. Voilà. Donc, créer de nouvelles croyances à propos de l'argent, super important. Règle d'or, apprendre à se payer en premier. Ça aussi, j'en ai parlé hier. Premièrement, il y a beaucoup de gens, des fois, qui vont me dire, mais OK, on se paye en premier, on fait ça comment? Ben, tu prends 10 puis tu le mets dans un compte de banque. OK, puis s'il y a un imprévu, je touche. Non! C'est ce compte-là, je l'appelle le compte investissement. C'est un compte, en fait, cet argent-là va aller strictement pour faire de l'argent. Donc, l'argent du compte investissement, vous allez le prendre à un moment donné et vous allez le mettre soit en REER, soit en CELI, soit pour investir dans un projet qui va rapporter de l'argent. C'est quelque chose qui fructifie. Il faut que ça fructifie. Il faut que ce soit un actif qui génère des bénéfices. Ça, c'est se payer en premier. Ouais, mais Cindy, j'y arrive déjà pas de toute façon. Ouais, mais toi qui poses cette question, tu sais déjà pas où va ton argent. Tu t'en rendras pas compte que tu as mis 10 de côté. Honnêtement, faites-le. Il y a tellement de gens qui m'obstinent, puis quand que je les force, en parenthèse, évidemment, je ne tords le bras de personne, mais quand je les force à enfin le faire, mon Dieu! Oh mon Dieu, Cindy, j'aurais donc dû t'écouter avant, c'est extraordinaire, je suis rendue à table, on dirait qu'il y a de la magie qui se passe. Je le sais, je l'enseigne, c'est ma base numéro 1. Après avoir le mindset, évidemment, mais apprendre à se payer en premier, c'est une forme de mindset. On est la personne la plus importante dans notre vie. Si vous commencez à payer tout le monde, vos créanciers avant vous, vous manquez de respect, littéralement. Vous vous manquez de respect. C'est comme si vous dites, ben moi, je suis pas importante, je vais payer Pierre Jean-Jacques avant moi. Moi, je vais continuer à rouler, à finir mes mois sur mes cartes de crédit, à m'empêcher de manger des crevettes un soir avec mon chum parce qu'on n'a pas les moyens. Mais je vais payer mes cartes de crédit. Par exemple, c'est ultra important, les cartes de crédit. Je suis pas en train de dire d'arrêter de payer vos cartes de crédit, hein. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais vous payez en premier, puis après ça, vous faites une structure pour le reste. Si vous voulez avoir du respect envers vous-même, c'est ça que vous devriez faire. Et bien là, pour me suivre et en savoir plus sur mes programmes, hein, pour la plupart, vous allez le voir sur le groupe, mais tu sais, ma page, Cindy Pietro, mon groupe La Fabrication, Instagram, mon site web, mes programmes, c'est guichet limité, puis le programme Cash qui va sortir cet été. Et un gros merci. Que l'abondance soit avec vous. C'était ça la conférence que j'étais censée livrer. Je vais arrêter de partager. Que j'étais censée livrer hier. Mais que j'ai eu un blocage, puis que je me suis dit, les gens ont plus le goût de manger que de m'entendre. Et comme je l'ai dit, on apprend de nos choses. Je me suis un petit peu tapé sur la tête hier, même, puis honnêtement, j'avais de la misère à recevoir votre amour par la suite, en toute franchise, parce que oui, il est toujours là quand même, mon syndrome de l'imposteur. Puis je vous en parle avec beaucoup d'émotion, mais j'y travaille parce que je le sais fondamentalement que j'ai changé ma vie. Et je sais que je vous impacte à faire la même chose avec la vôtre. Puis que je sais que quand on est en accompagnement avec moi, je suis capable de vous faire voir des choses que vous ne voyez pas d'habitude. Puis ça, il faut que je l'accepte. Il faut que je sache, que j'apprenne à le prendre, que j'apprenne à prendre ma place. C'est comme si la petite Cindy du ghetto Saint-Michel avait peur de trop faire de lumière, alors que je mérite de le faire. Et je veux pas vous enlever cette lumière-là que je peux vous mettre sur vous parce que je suis dans mes peurs, parce que je suis dans mes blessures.
Fait que c'est pour ça que c'était important pour moi ce matin de vous transmettre cette vidéo-là, cette conférence-là que j'étais censée livrer on stage. Euh, Honnêtement, c'est avec tout mon cœur que je vous la partage. Je vous souhaite honnêtement la plus grande abondance du monde entier parce que tout le monde le mérite, sincèrement. Tout le monde, vous l'avez à l'intérieur de vous. Tous ceux qui étaient au Wake Up Call hier, vous êtes extraordinaires. Vous avez toutes fait le choix de vous choisir. Maintenant, faites un autre choix qui est différent, puis prenez soin de votre argent. C'est vraiment elle, lui, c'est vraiment lui qui va être capable de vous propulser à un autre niveau. Déjà, de vous enlever un fardeau financier, vous allez faire votre business de la bonne façon, avec les bonnes valeurs. Moi, quand je vous donne un exemple, quand je fais les appels de guichets limités, que je me rends compte que la personne, elle n'est pas prête à investir en elle, parce que oui, c'est un investissement d'argent. Mais à la base, quand les personnes disent non, c'est un investissement en soi auquel on dit non et non pas parce qu'on n'a pas nécessairement les moyens. Mais je ne force pas les gens. Je n'ai pas ce besoin-là de forcer les gens à acheter mon programme. Je sais ce que le programme offre. Si tu n'es pas prêt, je ne vais pas te tordre un bras. C'est important que ça vienne de toi. Comprends-tu? Fait que j'ai la bonne façon de véhiculer mon programme. Alors que quand on a des problèmes d'argent qui sont gigantesques, hein? J'ai des super belles promotions de fin de mois, puis non, ben non, t'es pas tellement ma clientèle cible, mais oui, viens pareil, va t'aider. Puis on fait ça tout proche. Fait que ce qui arrive ensuite de ça, les témoignages, on n'en a pas. On a des mauvais commentaires, des mauvais suivis. On a fait les choses pour les mauvaises raisons et les gens le sentent. Ou s'ils se sentent obligés, ils vont le faire parce que, oh my God, OK, finalement, ils ne seront pas engagés. Fait que vous allez avoir fait perdre l'argent à cette personne-là au lieu de l'avoir aidé comme vous vouliez le faire. Fait que faites les choses pour les bonnes raisons, puis sans le fardeau financier, honnêtement, ça fait toute une grosse différence. Fait que je vous laisse aller là-dessus. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment de conférence maison-là que je vous ai offert pour clore un peu la conférence d'hier. Puis je vous souhaite une super belle journée. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Je vous embrasse tous. Puis vraiment, je suis vraiment contente d'avoir rencontré beaucoup d'entre vous hier. Puis c'est une belle journée.